Mass slaughter for the greater good, you mean? Yes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e Cine Express où je vous propose en exclusivité ce qui restera probablement la critique la plus fraîche de toute la chaîne, puisque je vais tenter de parler de façon plus ou moins exhaustive de mon avis nuancé sur Les Animaux Fantastiques, un film tout juste sorti au cinéma et qui avait collecté pas mal de hype, parce que tout simplement il propose une extension à l'univers pas extrêmement connu, il faut le dire, de Harry Potter. Et donc, vu qu'évidemment vous n'avez jamais entendu quiconque parler de cette saga, je vais en profiter pour passer quelques minutes à parler en préambule de cette série de films, qui, même si je ne suis très clairement pas au niveau de coller des photos de Daniel Radcliffe dans ma chambre, reste probablement parmi les grands projets cinématographiques d'entertainment les plus ambitieux, intéressants et uniques qui ont parcouru les années 2000. Et tiens, vu que je savais pas vraiment où le placer, on va mettre le générique maintenant. Voilà, sympa le générique. Alors je suis sûr que quand vous avez ouvert cette vidéo, la première chose que vous vous attendiez à avoir, c'est pas forcément une nouvelle remise en compte du fait que peu à peu votre souffle de vie vous délaisse et que la mort est tellement proche. Mais en tant qu'introduction, j'aimerais juste vous faire vous rendre compte que quand la quintalogie des Animaux Fantastiques devra elle aussi se conclure, et dépendant de l'aptitude du public à s'attacher tout autant à cette protubérance ajoutée au monde des sorciers, emportera avec elle un brin plus ou moins substantiel de nostalgie et d'insatisfaction existentielle, ça aura quand même fait plus de 20 ans que le phénomène Harry Potter aura commencé. Et en plus 20 ans si on compte seulement à partir de son apparition au cinéma avec Chris Columbus. Et donc oui, c'est plutôt évident de dire ça, on sait tous que le temps a les propriétés qu'on lui connaît, on sait tous qu'on aura 40 ans avant de se rendre compte que les années passent ou qu'on est toujours puceau. Mais je trouvais ça intéressant avant de parler des Animaux Fantastiques, initiation d'une nouvelle histoire se déroulant dans le même univers, d'observer un peu comment et pourquoi ce phénomène Harry Potter a jailli aussi fortement sur un monde rempli d'adolescents et d'adolescentes qui, eux aussi, trouvent que la vie est injuste, que leurs tuteurs parentaux ou sanguins sont des connards, et donc qui vont se réfugier à lire les aventures du passage à l'âge adulte d'un personnage qui, tout en vivant la même anxiété, vit aussi des amitiés, des aventures et une importance de vie que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais. Bon, du coup, j'ai l'air de dire ça de façon un tout petit peu cinglante, mais outre le fantasme évident de la magie et du combat contre les forces du mal, je trouve bien que c'est tout simplement l'attachement de la saga Harry Potter au passage plus général de l'enfance à l'âge adulte qui lui donne les 3 quartiles de son charme selon les films. C'est pour ça que c'est des quartiles, on est dans une moyenne selon l'effectif, tu vois, c'est pas compliqué, putain. Et ça, on le voit non seulement dans l'évolution des personnages, mais aussi l'évolution de la mise en scène au fil des 4 réalisateurs qui se sont attaqués à la saga, des visuels, des décors et de son ambition narrative au fur et à mesure que les responsabilités se présentent de plus en plus lourdes. En gros, c'est une saga qui elle aussi grandit, développe des poils pubiens, fait une tentative de suicide, oublie que si tu veux vraiment mourir, il faut couper verticalement, crie sur ses parents, se masturbe tous les jours, bref, toutes les joies de l'adolescence. Et évidemment, tout ça c'est rendu par un univers à la cohérence tout bonnement impressionnante, malgré ces quelques évolutions impromptues durant la saga qui sont peut-être plus la résultante de l'adaptation en film que des livres originaux de J.K. Rowling. Et oui, je prends aussi en compte le moment où la saga a été complètement incohérente pour le coup, c'est-à-dire le petit fragment durant lequel a été utilisé le voyage dans le temps dans le 3e épisode réalisé par Alfonso Cuarón. Je pourrais presque en faire une vidéo complète dessus, mais en tout cas, retenez que cette logique de voyage dans le temps n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, tiens, je me demande bien ce qui se passerait si on publiait une pièce de théâtre pas écrite par J.K. Rowling et basée entièrement sur le voyage dans le temps, ça serait plutôt cocasse, non? Mais bref, en se plongeant dans Les Animaux Fantastiques, réalisé tout comme c'est prévu pour les 4 autres suites annoncées par David Yates, le mec qui a déjà fait les 4 derniers films Harry Potter et qui doit vraiment avoir l'impression de se faire complètement traire à force. La question principale en entrant dans la salle résidait donc à se demander quelle serait la dynamique mise en place par cette série toute neuve. La première saga ayant été parfaitement huilée par ses différentes années d'école, ainsi que l'année d'école buissonnière pour les 2 derniers volets en film. Alors là, c'est la partie de la vidéo où je me masturbe sur mes propres achats en fait. C'est cool, non? Après, il faut dire que peu importe ce que le film allait faire, la place de l'univers de Rowling dans le cinéma d'aujourd'hui réside aussi dans la carence d'imaginaire et de mythologie de plus en plus significative dans le grand divertissement populaire, qui font que les films les plus ambitieux de l'année deviennent des espèces de chamaillades de cours de récré, et qui font aussi que pas mal de personnes, moi inclus, accueillent plutôt bien des projets comme Le Hobbit, qui malgré sa légitimité douteuse, le foutage de gueule de quelques-unes des versions cinéma, ainsi que le manque d'enjeux et de poésie par rapport au Seigneur des Anneaux, restent des films assez rafraîchissants vu ce qu'on se tape annuellement comme soi-disant univers ou appel au merveilleux. Et donc ainsi, la question majeure des Animaux Fantastiques restait de savoir si on était face à une véritable tentative de renouer avec la cohérence et l'intégrité de l'univers d'Harry Potter, ou face à des connards oisifs qui exploitent les litres de mouille que peuvent générer des fans qui se contenteraient ne serait-ce que d'une seule goutte de n'importe laquelle des lettres de J.K. Rowling transposées à l'écran. D'ailleurs, de façon assez parallèle, le livre original de J.K. Rowling avait été écrit pour la charité et pour des gens qui ont vraiment besoin de gouttes d'eau en plus dans l'œsophage, vu qu'à ce jour, 80% des recettes du livre sont toujours entièrement déversées envers une charité pour les enfants dans le besoin autour du monde, Comic Relief.
j'adore ce titre. Par contre, évidemment, je pense que ça sera du genre aucunement le cas pour les recettes du film. Je pense aussi que Warner Bros s'en branle complètement, et je pense même que David Yates se masturbe en imaginant à quel point des Africains handicapés de 6 ans gagneront, mais alors là, aucune portion de centime de ce film. Mais bon, pour en finir avec l'introduction, il est aussi important de dire que J.K. Rowling va être la scénariste des 5 films des Animaux Fantastiques. Ce qui peut être à la fois rassurant du pur point de vue de l'univers qui sera développé, et à la fois inquiétant parce que c'est aussi la première fois qu'elle joue ce rôle dans la production des films. Enfin bon, encore une fois, je parle beaucoup pour ne pas dire grand chose, et donc arrêtons de bifurquer 2 secondes et plongeons-nous directement dans ce que nous proposent ces Animaux Fantastiques. Et évidemment, distanciation avec ce trou noir qu'est la saga Harry Potter oblige, on nous propose tout d'abord une nouvelle époque, bien en arrière temporellement de ce qu'on a pu voir auparavant, un nouveau lieu et un nouveau protagoniste, cette fois un sorcier marginal qui collecte des créatures magiques afin de les préserver, de les protéger et aussi d'écrire un livre dessus, qui avait été souvent référencé dans la saga de livres de J.K. Rowling, d'où l'idée d'écrire un spin-off de base. Mais bien évidemment, cet argument ne peut pas contenter un film en 3 actes, et donc assez tôt dans le film, il fera des rencontres avec les autres personnages principaux, et donc avec le reste du nouveau casting, un peu moins risqué d'ailleurs, vu qu'on n'y caste pas des enfants d'une dizaine d'années, et qu'il y a aussi la présence de stars comme Colin Farrell, et il sera aussi confronté aux autorités de la magie, et à une menace plus ou moins importante, apparaissant dès le début de l'intrigue. Après, c'est un premier opus, donc l'objectif tient beaucoup plus dans l'installation des différentes bases de l'univers. Rappelez-vous par exemple le premier Harry Potter, on nous introduisait tous les éléments à savoir sur le monde des sorciers avec un mystère et une menace qui se faufilent discrètement durant le long-métrage, et à la fin, Harry, tout juste 11 ans, tue quelqu'un et c'est la fin de l'année. La routine. Wesh. Du coup, l'un des objectifs des Animaux Fantastiques, c'est aussi de balancer plus ou moins équitablement une ouverture, en laissant des éléments soit irrésolus, soit prompts à une évolution particulière qui sera remplie par de nouveaux longs-métrages, mélangés à un sens et à un dosage raisonné de la clôture, c'est-à-dire qu'avant toute chose, le film doit se suffire à lui-même. Bref, un peu tout ce que Marvel a échoué pendant de longues années. Et par conséquent, ce que je dois reconnaître au film comme point positif, c'est qu'il évite pas mal des écueils dans lesquels sont tombés la plupart des grands retours de franchise qu'on s'est coltinés dernièrement, comme pour former une espèce de fausse commune hollywoodienne remplie de cadavres exhumés sans aucune aide d'un professionnel. Il esquive les passerelles forcées entre séries de films qu'avait pu faire le Hobbit dans ce 3e épisode, il évite le système par récurrence de l'univers étendu Marvel qui consacre chaque film à nous dire qu'il y aura quelque chose de mieux ensuite, et surtout, contrairement à des films comme Jurassic World ou surtout Star Wars 7, il prône avant tout un très grand renouvellement de l'univers. En se plaçant dans le New York de l'année 1926, le film fait transparaître dès le début qu'il sera énormément axé sur les rapports de perspective entre un monde moldu plutôt morne, qui a connu la révolution industrielle puis la Grande Guerre, et ses relations concrètes et directes avec le monde des sorciers, ce qui est quelque chose que la première saga a souvent tenu en simple toile de fond quand elle s'en branlait pas totalement. D'ailleurs, dans les Animaux Fantastiques, il y a tellement d'énormes contacts entre les deux mondes qu'on n'y croit pas une seule seconde au maintien efficace du code secret de la magie de mes couilles là pendant toutes ces années, malgré la pirouette scénaristique qui arrive en Deus Ex Machina au final. Ainsi, en partant de là, d'un film basé sur cette relation entre les deux mondes et qui se fonde sur ce rapport ambigu d'opposition et de reflet, le fantastique et le merveilleux investissent non plus le décor d'une école de sorciers, mais au lieu de ça, ils apparaissent dans des banques, dans un zoo, dans des stations de métro, dans un centre commercial, bref, toutes les différentes strates du décor urbain new-yorkais. Ce qui, je trouve, lui apporte une dynamique ainsi qu'un décor très intéressant. Ce qui s'ajoute aussi à l'intérêt de la projection renouvelée de l'univers de J.K. Rowling, c'est qu'on est maintenant face à un expert en tant que protagoniste, en parfaite maîtrise de la magie et du monde des sorciers. Ainsi, le prisme de découverte, procédé extrêmement utilisé dans le film fantastique à univers, c'est-à-dire cette figure du novice qui jouera le rôle du spectateur, car c'est à lui qu'on exposera toutes les différentes règles du monde dans lequel il pénètre, n'est évidemment pas ici le personnage principal, comme on avait pu le voir récemment avec Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton, mais on y met à la place un personnage de moldu, ou non sorcier, qu'on introduit brièvement en présentant ses ambitions fantasques brisées par la cruelle réalité, avant de l'embarquer dans le monde de magie dont il ignorait complètement l'existence, et donc de lui expliquer toutes les règles comme s'il était le spectateur. Alors oui, du coup, ça marche, un peu, mais le problème c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il est censé représenter un spectateur qui a déjà vu les 8 Harry Potter, donc sans trop de surprise face à un truc qui est censé quand même quelque peu renverser toutes ses croyances et tout ce qu'il pensait du monde réel quand même. Heureusement, le film contrebalance ça en se concentrant avant tout sur les relations entre les personnages, même si, comme on vient de le voir, ça peut porter un effet direct sur la cohérence de l'univers. Et en effet, en général, en plus d'une confrontation entre deux mondes, on est aussi face à un sorcier anglais, marginal et quelque peu asocial, se confrontant à une magie new-yorkaise plus stricte, moins fantasque, et qui agit donc comme un reflet des pouvoirs moldus en place dans la ville. Dans ce territoire d'oppression directe ressenti des deux côtés, le protagoniste se distingue donc particulièrement par son flegme et son côté pince sans rire qui le rend assez intéressant et attachant, tout en fournissant pas mal de dynamisme au nouveau groupe de personnages qu'on nous présente. Mais malgré cela, on peut tout de même dénoter quelques
quelques interactions étranges, parfois efficaces et tangibles quand elles sont intentionnelles, mais parfois causées par un mauvais rythme des dialogues. Enfin bon, on va pas prétendre que c'était un truc qui existait pas dans Harry Potter non plus. Ouais. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, si vous êtes un adolescent anxieux et que vous ne vous identifiez pas aux personnages maintenant adultes qui sont représentés dans le film, J.K. Rowling n'a pas oublié de vous faire plaisir avec la présence d'un personnage maltraité par sa figure parentale et arrivant mal à jongler avec les responsabilités qui s'amoncellent autour de lui. Un peu comme vous et votre futur inexistant. Mais malheureusement, là où la trajectoire de tous ces personnages primaires, secondaires ou tertiaires avec le quatuor principal et toutes les autres figures réunies par l'intrigue pouvait trouver un certain potentiel, voire une grande émotion pour certaines d'entre elles, je pense que le rythme rapide du film constitue malheureusement une embûche à tout cela et enlève des couches d'exploration des personnages qui auraient pu rendre ces trajectoires meilleures. En effet, le fait est qu'alors que c'était l'une des qualités principales des derniers épisodes de la saga Harry Potter, je trouve que les animaux fantastiques ne prend souvent pas assez de temps pour simplement se poser avec ces personnages, et aussi pour que le spectateur puisse correctement comprendre les différents liens qui se forment entre eux et les unissent. Et ça se voit notamment sur la sous-intrigue qui met en place la menace finale du long-métrage, qui est je trouve un peu maladroite, on ne ressent donc peut-être pas assez d'enjeu, d'autant plus que l'émotion de sa finalité n'est peut-être pas assez soulignée. Et en fait, la plupart des résolutions et des révélations trouvées dans le troisième acte du film sont vraiment pas très bien traitées ou amenées. Ça ne gâche pas non plus le film, parce que comme je l'ai déjà dit, la recherche d'une némésis pour les 4 prochains longs-métrages n'est pas non plus son centre d'intérêt, mais je trouve ça juste très dommage. En fait, le problème, c'est qu'évidemment, il fallait développer un conflit spécifique. Mais du coup, on se retrouve avec des intrigues qui s'enculent entre elles sans s'être lavé le cul par avance, et du coup, ça en fout un peu partout. Même si le climax pouvait avoir une dynamique intéressante avec le personnage présenté. Ainsi, vu que ce même personnage, que je peux pas dévoiler évidemment parce qu'apparemment les spoilers ça a l'air de vous gêner, bande de PD, a un lien tertiaire avec l'intrigue en général, comme une boule de merde coincée dans seulement 3 poils de cul, c'est difficile de forcer le spectateur à le tisser par lui-même, surtout s'il doit tirer la chasse ensuite. Et ça, c'est une métaphore filée paradigmatique que je vous propose de réutiliser en disserte, les enfants. Parce que oui, c'est vraiment la métaphore qui avait besoin d'être filée, on fait du grand art ici. Tu vois, Vivien, tu vois, ça c'était prétention artistique, d'accord? C'était prétention artistique. Le dilemme plus général que ça soulève, c'est que les animaux fantastiques durent 2h13, et c'est clairement pas assez, surtout quand les premiers épisodes de la saga avaient aucune hésitation à flirter avec les 3 heures de long métrage. En fait, on est donc face à de plus en plus de divertissements populaires avec un univers développé qui semble avoir la trouille de dépasser les 2h15 de durée, et je trouve ça pas forcément ultra pertinent de condenser parfois. J'avais déjà critiqué le fait de jamais pouvoir se poser quand j'avais parlé de Star Wars 7, qui lui aussi étrangement durait 2h13. Mais ça, je peux le dire sûrement pour beaucoup d'autres films. Et tiens d'ailleurs, vous voulez deviner la durée de Star Wars Rogue One qui sort très bientôt? 2h13. Mais ce que vous devez retenir avant tout, c'est que je trouve juste ça, encore une fois, plutôt dommage, parce que j'aime bien ces nouveaux personnages. Et je trouve qu'ils diffèrent assez des figures qu'on a pu voir jusque-là dans cet univers pour qu'on en veuille plus. J.K. Rowling, grâce à la place importante qu'elle a eue dans l'adaptation des livres Harry Potter en tant que modulatrice, a très bien appris les caractéristiques de transition de médias pour son premier rôle en tant que scénariste, et elle parvient donc à donner au film un déroulement extrêmement fluide, dynamique et bien réglé malgré tout. Ainsi, il faut prendre en compte que face à des sorciers qui n'ont plus besoin d'enseignements académiques, contrairement aux sorciers de la première série de films, et cela même s'ils reçoivent des enseignements humains, on n'est donc plus vraiment face à une saga de formation qui se plaît à privilégier l'intimisme, mais plus face à une saga d'action où l'intimisme reste présent, mais se met pour l'instant au service du dynamisme du long-métrage, avec aussi une plus grande recherche du grand spectacle. Après, une conséquence de ça, c'est que là où le style de David Yates se dénotait particulièrement par des choix de rythme narratif assez intéressants, notamment dans les 6e et 7e films Harry Potter, ce qui a pu compenser la relative perte de charme et de magie que subissait la saga au fur et à mesure, ici il ne subsiste qu'assez peu d'identité particulière à sa mise en scène, en dehors des scènes d'action. Ainsi, on peut au lieu de ça observer à quel point la mise en scène de la magie a évolué depuis les premiers épisodes. Et on peut tout d'abord voir ça avec la façon de filmer les décors. En effet, afin de capturer la vision du monde merveilleux d'un protagoniste en parfaite maîtrise de celui-ci, la production du film montre le même niveau de contrôle avec plusieurs longs plans, souvent capillotractés, avec des mouvements de caméra complexes bien évidemment aidés par les images de synthèse, et aussi une propension à stratifier le mouvement dans son cadre, c'est-à-dire pas mal de scènes qui voudront illustrer énormément de détails dans beaucoup de mouvements se déroulant en même temps. Du coup ça fait des plans peut-être un peu factices, mais qui restent intéressants à regarder quand même. Même si ça empeste le money shot par contre, oh la vache. De même, par rapport au climax du long métrage, c'est très probablement la première fois dans un film estampillé Harry Potter qu'on ressent autant de puissance de magie émanée d'un personnage, et le chaos ainsi que la rapidité du mouvement qui en découle permet de bien figurer la menace en jeu, rendant donc la mise en scène encore une fois très efficace à ce niveau-là, surtout quand on est encore une fois dans la recherche du grand spectacle. Il est d'ailleurs aussi important de mentionner le fait que les animaux fantastiques reposent énormément sur les images de synthèse, ce qui peut définitivement gêner, notamment parce que les effets spéciaux sont un peu en demi-teinte. Si certaines créatures et certains effets fonctionnent très bien à l'écran,
d'autres semblent ne pas s'intégrer assez bien en relation au personnage de la scène. Ce qui est dommage vu que c'est le titre, lol, et en plus dans des décors qui empêchent parfois le spectateur de rentrer dans l'univers du film par leur artificialité. Alors que jusque-là, les films Harry Potter avaient su habilement doser une grande quantité de décors réels avec des effets spéciaux subtils. Honnêtement, ça ne m'a pas non plus dérangé plus que ça, mais ça reste un élément important à signaler. Surtout quand dans certaines scènes tu imagines beaucoup plus les acteurs galoper dans leur studio fond vert que les personnages en train de nourrir leur Pokémon là ou un truc putain. De même, on peut définitivement voir l'optique très portée sur le marketing dans les designs des animaux fantastiques en eux-mêmes. Notamment parce que tout doit être mignon. Même les petites brindilles vivantes de merde et les rhinocéros géants avec des protubérances cancéreuses doivent avoir une part de kawaii entre eux pour qu'on ait envie de tous télécharger les prochaines applications Pokémon Go basées sur le monde d'Harry Potter et après justifier ça parce qu'apparemment on avait besoin de ça pour sortir et voir d'autres gens. Ouais, d'accord, très bien. Connard. En attendant tout cela, la fâcheuse tendance de retirer pas mal d'identité au film. Et ce qui est malheureux, c'est que malheureusement, l'absence de John Williams à la composition de la musique originale fait elle aussi subir un énorme déficit de charme aux animaux fantastiques, vu qu'il n'y a aucun thème vraiment très mémorable. Et cela malgré quelques compositions jazz en rapport avec la ville et l'époque dans laquelle le film se déroule. Et oui, je sais, je commence à dérouler des défauts et des insatisfactions comme un vieux rabat-joie de merde là, mais ce que je veux maintenir quand même sur le film, c'est que je l'ai trouvé vraiment pas mal en fait. C'est vrai quoi, j'y suis venu avec les mêmes attentes que Star Wars 7, c'est-à-dire une relative indifférence face à des concepts de hype qui m'en touchent une sans bouger l'autre, et j'en suis sorti en voyant le film comme perfectible, manquant d'un certain charme par rapport à la saga originale, mais tout de même très rafraîchissant, bien huilé, intègre et très prometteur par rapport à la suite. Faut pas non plus oublier que le charme d'Harry Potter il est surtout donné par le temps, et c'est une des données les plus capitales des succès des films originaux, ainsi que de ce bonheur indescriptible que tu peux lire dans les yeux des putes dès que Daniel Radcliffe parle de son premier grand rôle au cinéma. D'ailleurs, petit spoiler, le top de l'année, le dernier ça sera Insaisissable 2. Y a pas question, tu me balances quoi à côté de ça? Tu me balances un film du Rwanda? Bon, pour revenir au film, rien que le fait de voir un blockbuster où l'humour n'est pas une dédramatisation, mais bien un élément complètement raccord avec son univers et ses personnages, ça fait du bien à voir. Et je veux pas être dans l'optique où on devrait célébrer ces petits accomplissements, parce que ça serait un certain aveu d'échec honnêtement. Je veux juste être dans l'optique où on considère un film comme ce qu'il est, et ici c'est un bon divertissement. Ou alors, si vous voulez que je sois plus gentil, un divertissement de qualité supérieure. Un putain de jambon de Bayonne les gens. Et en cela je trouve que tout en renouvelant la franchise, il respecte parfaitement le point commun de tous ses composants. C'est-à-dire le fait de rester un produit hors norme, avec des ambitions grandes mais honnêtes, et beaucoup de défauts qui n'en font clairement pas un film mauvais, même si je me suis pas mal appesanti dessus pendant la vidéo. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je me dois d'achever cette critique un tout petit peu laborieuse, je dois bien l'admettre. Et d'ailleurs c'est aussi le genre de film où la recommandation est presque pas nécessaire. De toute façon, si vous avez eu envie de le voir pendant 3 ans et que vous avez déjà observé son accueil critique majoritairement positif, c'est pas vraiment moi, mes points de vue nuancés et mes critiques complètement bordéliques qui vont vous influencer, je pense. Je n'ai jamais eu ce pouvoir sur les gens et je pense que je ne l'aurai jamais. En tout cas, voilà, c'était une petite critique rapide. Vous aurez remarqué que Cinexpress est toujours, après 4 ans d'existence, en recherche d'un format stable. Néanmoins, vous aurez aussi remarqué une certaine alternance entre des vidéos ambitieuses, parlant de plein de films à la fois, et des vidéos plus courtes, souvent des critiques séparées. Et enfin, vous aurez aussi remarqué qu'apparemment, mon seuil de vieillesse de sortie pour critiquer des films s'arrête à 2015. Donc bon, pour le futur, je vous promets peut-être plus de vidéos sur des films bien plus ancestraux, mais je m'étais aussi promis d'arrêter de faire des promesses incertaines, donc en attendant tout cela, j'espère que vous avez apprécié mon travail sur cette terre. Je vous souhaite une bonne continuation. Phrase générique d'au revoir que tous les youtubeurs doivent se trouver pour quelconque raison, et évidemment, à la prochaine. Drifting away like a feather in air, letting my words take me away from